Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors, selon une enquête publiée le 5 novembre dernier, à un an des élections présidentielles, Donald Trump serait en passe de remporter les États clés de Georgie, Arizona, Pennsylvanie, Michigan et Nevada. Ces États ont joué un rôle crucial dans la victoire de Joe Biden en 2020, mais aujourd'hui, Donald Trump y jouirait d'une avance confortable. Alors, ces résultats sont en grande partie attribués au grand mécontentement suscité par l'administration de Joe Biden. Donc, sur plus de 60% des sondés estiment que le pays prend la mauvaise direction et seulement 38% approuvent l'action du président. Les Américains interrogés expriment davantage leur confiance en Donald Trump qu'en Joe Biden sur des sujets tels que l'économie, l'immigration, la sécurité nationale et le conflit israélo-palestinien. Le camp Biden, lui, a tenté de relativiser ces résultats en soulignant les variations fréquentes dans les prévisions électorales un an à l'avance. Il est à noter aussi qu'il est possible d'être élu président des États-Unis sans remporter le vote populaire, comme ce fut le cas pour Trump en 2016 face à Hillary Clinton. On rappelle que l'essentiel étant d'obtenir la majorité des grands électeurs. Alors, les sondages, comme celui publié dimanche, envisagent un possible affrontement entre Trump et Biden l'année prochaine, mais rien n'indique pour l'instant que cela se produira. Alors, on va en parler ce matin avec Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour Quentin. Alors vous êtes porte-parole du parti républicain américain en France et je voulais vous revenir d'abord sur un événement que vous organisez, les Républicains, donc le Republican Overseas qui aura lieu donc en France le 10 novembre à Paris. Alors quel est le but de cet événement ? Alors effectivement, on est très heureux d'annoncer sur votre antenne que se tiendra vendredi à Paris un événement qui rassemblera des élus politiques de premier plan venus des États-Unis et également de France et du Royaume-Uni, voire même de Hongrie, au rang desquels donc Christine Noem, qui est une gouverneuse américaine qui est pressentie pour être sur le ticket présidentiel de Donald Trump, pour être sa vice-présidente. Mais on aura également Éric Zemmour, Nigel Farage et donc un ministre de la famille de Hongrie, donc dans le gouvernement d'Orban. Tout ça, c'est pour vraiment bien insister sur l'union des droites et comment remporter ces élections dans ce contexte et comment faire regagner l'agenda patriote dans un monde un peu progressiste et woke. Donc l'enjeu, c'est de mobiliser un petit peu toutes les ressources et toute cette différente sensibilité au sein du camp conservateur pour montrer un petit peu cet élan citoyen et la force que on va pouvoir représenter lors des prochaines élections, et notamment, comme vous l'avez mentionné, à un an des élections présidentielles. Alors vous prenez donc cette union des droites, parce que évidemment vous êtes patriote, vous faites partie du Parti des Républicains, et pour vous, les patriotes du monde entier doivent s'entendre, parce que bien qu'il faut donc garder une souveraineté, chaque pays doit garder sa souveraineté, il faut qu'il y ait des ententes entre pays, entre dirigeants patriotes. Et assurément, et on le voit d'ailleurs, c'est souvent certains pays, au rang desquels les États-Unis, qui vont un peu lancer un petit peu des vagues populistes, et ce n'est pas un gros mot. Donc, ce qui va émerger un petit peu, comme on l'a vu à partir de 2016 aux États-Unis, va trouver son écho dans certains courants populistes et patriotes en Europe. Donc, on insiste vraiment beaucoup pour qu'il y ait un petit peu ces ententes un peu transatlantiques qui puissent se déployer et qu'on puisse s'appuyer un peu sur les stratégies gagnantes d'un pays, comme on l'a vu en 2016 aux États-Unis, et ceux qui ont pu émerger avec le UKIP dans le cadre du Brexit en Europe, au Royaume-Uni en l'occurrence. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à déployer. On va aussi s'appuyer aussi sur cet exemple aux États-Unis où on a le Parti républicain américain qui est une grande tente, c'est-à-dire qui rassemble différentes sensibilités qui vont être plutôt libertariennes, conservatrices, libérales, et qui arrivent à coexister. Donc il y a vraiment tout cet enjeu qu'on doit un peu, on se doit d'affirmer pour remporter les élections, quitte à ce qu'il puisse y avoir un peu d'agitation et de vie un peu interne au sein du parti, comme on le voit aux États-Unis et dans toutes les démocraties bien organisées. Mais l'enjeu principal, c'est de remporter l'élection et en l'occurrence de placer un républicain à la Maison-Blanche dans exactement un an. Et justement, donc vous parlez de politique, mais c'est aussi culturel. Notamment, hier, nous avons eu Sylvie Pérez qui nous a parlé de la contre-offensive woke qui se déroule aux États-Unis, notamment portée par des députés républicains comme Ron DeSantis. Et il y a aussi, il faut une internationalisation de ces combats. C'est aussi une volonté de faire du fond, de sortir aussi de la politique politicienne, mais aussi faire du fond. On rappelle aussi que les think tanks républicains sont nés aux États-Unis. Alors on dit groupe de réflexion évidemment sur Radio Courtoisie, mais ces groupes de réflexion, ça permet aussi de proposer véritablement du fond
aux électeurs républicains pour la présidentielle dans un an. Assurément, là, au-delà de la simple bataille politicienne, il y a un vrai combat culturel qui est en train de s'opérer et qui est majeur, hein. Ça se joue à tous les niveaux, que ce soit dans l'éducation, même dans les entreprises, avec ce qu'on appelle donc le capitalisme woke. Donc il y a un vrai enjeu de sociétal, voire même de civilisation. Et après, enfin, même si on regarde de manière un peu sur le long terme, c'est vraiment la culture qui va façonner la politique. La politique va être la résultante de cette ambiance, un peu de cet esprit culturel du temps. Et donc, on se doit vraiment de regagner, de libérer un petit peu cette parole. Et c'est notamment ce qu'on va s'efforcer de faire lors de ce sommet, ce World Freedom Initiative, donc cette initiative mondiale liée à la liberté où on va réaffirmer la liberté d'expression et l'ensemble des libertés, donc ce vendredi à Paris. Alors justement, je voulais revenir sur Donald Trump et de ce sondage. Alors avant de parler donc de sa potentielle confrontation avec Joe Biden, aujourd'hui, alors que donc Donald Trump donc a exercé de 2016 à 2020 le poste de président des États-Unis, aujourd'hui Joe Biden est le grand favori à la tête des Républicains aujourd'hui. Alors comment se fait-il que en 4 ans donc de politique de Joe Biden, enfin 3 ans maintenant, il n'y ait pas eu un autre républicain qui se soit démarqué de Donald Trump, véritablement? Je me permets juste de relever que vous avez mentionné que Joe Biden est le principal favori. En fait, Joe Biden, c'est effectivement, il mène une politique, et j'avais noté que c'était un lapsus, mais c'est voilà, Joe Biden, il mène une politique qui emmène vraiment les États-Unis dans le gouffre. On le Oui. voit à tout point de vue, que ce soit sur l'économie, sur la politique internationale, sur la sécurité et l'immigration. Donc, effectivement, il fait le jeu du camp républicain en poussant en fait. On se rappelle qu'on n'était pas si mal sous Donald Trump, tant sur le point de vue de l'économie, de la sécurité, et on avait un monde en paix, ce qui était déjà très très important. Maintenant, pour revenir sur le fond de la question, à savoir pourquoi est-ce que Donald Trump il caracole en tête au sein donc, des sondages d'opinion de la primaire républicaine, donc alors qu'on est à 1 an encore, il a lancé sa campagne depuis déjà presque 1 an, c'est qu'effectivement il a un bilan. Il a effectivement une volonté et il a au cœur les États-Unis. Et donc, on a le sentiment que malgré tout ce qui a pu être dit de mal sur lui dans les médias, sur les réseaux sociaux et j'en passe, on n'était pas si mal sous lui. Hein. Le monde était plus sûr, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, on n'avait pas cette situation dramatique entre le Hamas qui fait ses exactions et ses génocides en Israël. Donc, on est vraiment dans une situation où les États-Unis et les Américains étaient dans une bien meilleure posture qu'actuellement. Et du coup, ça lui permet de s'affranchir. Comme il arrive avec ce bilan, il estime que, comme il est 60 points au-delà de son principal challenger, notamment Ron DeSantis, il passe un peu outre les différents débats qu'il y a à la primaire, ce qui est un peu dommageable. On pourrait estimer qu'il y aurait lieu de confronter ses points de vue et qu'il puisse au-delà de s'appuyer sur son bilan, mais également mettre en avant ce qu'il propose un peu pour ce mandat à venir. Les Américains seront intéressés de savoir un petit peu ce qu'il va apporter pour un nouveau mandat, alors qu'on sort quand même de certains cycles électoraux où ça lui a pas toujours réussi, même quand il n'était pas lui-même sur le bulletin. Donc là, ce qu'on attend de lui, c'est vraiment on a 1 an des élections, donc encore très, très en avance par rapport aux élections. Oui, alors bien sûr. Alors vous parlez du bilan de Donald Trump. C'est intéressant parce que donc Donald Trump, il a été élu en 2016. On rappelle, il a créé la surprise face à Hillary Clinton et il a été élu dans une position d'outsider. Excusez-moi pour nos auditeurs. Nous sommes avec Nicolas Conquet. On est obligé de parler un petit peu anglais. Donc de outsider, je ne sais pas. Il faudrait trouver d'ailleurs, chers auditeurs, si vous avez un mot français à me faire parvenir pour traduire outsider, je suis preneur. Donc quelqu'un qui était hors système. Hein. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il est à la fois hors système et à la fois il a été dans le système pendant 4 ans en étant aux États-Unis. Donc aujourd'hui, comment les électeurs de Donald Trump le voient? Ils le voient comme le porte-parole encore de leur misère? C'est toujours un candidat hors système ou c'est un candidat qui a fait partie du système et qui a essayé de le changer de l'intérieur? On peut simplement regarder la fronde dont il fait l'objet de toutes parts, par les médias, l'ensemble de l'establishment, donc de l'établissement politique et de Washington, de l'élite un peu politique qui continue de le vouer aux gémonies, de le critiquer, de lui tomber à bras dessus. On est vraiment, il continue de s'assumer, il est présenté comme tel, comme le porte-voix de ceux qui n'en ont pas, et voilà, d'avoir vraiment au cœur de privilégier les intérêts américains et des États-Unis dans une situation
qui est plutôt complexe, tel que après 3 ans, ne serait-ce que 3 ans d'administration Biden. Donc effectivement, c'est pas un politicien de carrière, c'est peut-être surtout ça on va un peu introduire les choses, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment avec son côté un petit peu anti-système. Il n'est pas sorti de nulle part, c'était quelqu'un d'éminemment connu à travers la télévision, la presse, l'immobilier, donc vraiment. Mais pire que ça, au-delà du fait d'être anti-système, c'est que c'est quelqu'un qui a évolué un petit peu dans sa manière de penser. Hein. Il avait, plus tôt, au début des années 2000, il avait envisagé de se présenter comme candidat démocrate à la présidentielle américaine. Et donc, c'est peut-être ça qui lui vaut. Enfin, on voit que la gauche n'aime pas les apostats d'une certaine manière. Comme il venait de son camp, il incarne vraiment la bête à abattre parce que c'est quelqu'un qui se serait détourné du camp, entre guillemets, du bien démocrate. Et justement, on va voir comment justement le camp du bien essaye de le décrédibiliser. Moi, je voulais quand même vous parler d'autres candidats. Par exemple, Ron DeSantis, c'est un candidat dont on entend souvent parler. Vous pensez, par exemple, qu'il y a tout de même un autre candidat qui puisse rivaliser face à Donald Trump, qui serait peut-être donc plus en capacité donc de faire face à Joe Biden ou au candidat démocrate l'année prochaine? Alors, pendant qu'on est en train de parler, la candidature aux primaires républicaines est toujours en train de suivre son cours. Il y en a certains, ils étaient 13 au départ, et il y en a certains qui se font, il y a un cut-off, donc il y en a qui se font sortir en cours de route. Et là, actuellement, on a également toujours Ron DeSantis, Nikki Haley, donc une femme et qui était ambassadeur aux Nations Unies, ainsi que celui qui a fait pas mal de bruit, Vivek Ramaswamy, et qui sont ceux qui sont encore donc, dans ce débat-là. Ils sont loin derrière Donald Trump, mais ils ont vraiment des candidatures intéressantes et un vrai bagage devant eux, que ce soit pour l'élection à venir ou les prochains cycles. Il s'avère que là, avec 60 points d'avance, Donald Trump a vraiment jouit d'une avance considérable, mais tout peut encore arriver. On peut aussi avoir des candidats qui sortiraient tardivement un peu du bois, notamment du camp républicain. Il y a un État qui est assez clair en ce moment, qui est l'État de Virginie, avec un gouverneur, Glenn Youngkin, qui justement aussi s'inscrit un peu vraiment dans ces courants anti-woke et pourrait également faire la surprise dans cette candidature où encore tout peut se produire. Et peut-être pour rebondir sur la question initiale, avec ce sondage qui donne Trump en avance, c'est pas anodin parce qu'il le donne en avance dans les États pivots, donc Voilà. les swing states, comme on dit en anglais, dans lesquels c'est vraiment là où se fait l'élection. Juste pour se resituer, aux États-Unis, lors d'élections présidentielles, il y a 160 millions de bulletins qui sont déposés dans les urnes, et à la fin, en 2020, ça s'est joué à 40 000 voix près. Donc 40 000 voix sur 160 millions. Et ça se joue principalement dans 5 États. Et c'est les États que Donald Trump a perdus en 2020, alors qu'il les avait eu en 2016. Alors, et l'enjeu... Oui, Nicolas Conquer, pour revenir, c'est qu'il y a des États généralement qui sont historiquement démocrates, des États qui sont historiquement républicains, et il y a des telles avances que, entre guillemets, on les considère comme acquis. Et là, ce que vous dites, donc ces swing states, c'est justement des États qui ne sont pas acquis, et c'est eux qui font l'élection présidentielle. C'est la beauté, c'est qu'ils vont osciller d'un côté et de l'autre. Ils peuvent bleu, rouge, donc bleu pour être démocrate, rouge pour être républicain. Et certains États, et on l'a vu dernièrement, sont dits violets, c'est-à-dire que voilà, ils ont tendance à basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'était le cas de la Floride. Jusqu'à il y a peu, en 2020, on l'a vu lors de la réélection de Ron DeSantis et de l'ensemble des représentants de l'État qui sont passés républicains. Donc certains États migrent facilement complètement du côté républicain, et ce par entre guillemets la migration de certains électeurs qui ils sont allés voter avec leurs pieds. Ils ont quitté des États qui étaient très woke, comme la Californie, où il y a eu vraiment des dictatures sanitaires sans précédent sous Gavin Newsom, qui, soit dit en passant, pourrait être un candidat pressenti pour le camp démocrate, et donc qui ont quitté aussi bien la Californie ou l'État de New York aussi, où il y avait vraiment des choses assez aberrantes durant l'ère covidienne, pour aller s'installer en Floride, et qui peuvent un peu changer le dispositif. Donc ça, c'est ce qui est de la Floride. Maintenant, plus spécifiquement aux autres États, Pennsylvanie, Missouri, enfin d'autres États qui sont clés dans ces élections, on voit que Donald Trump pourrait repasser en tête. Et c'était peut-être le meilleur argument qu'avait Ron DeSantis ou d'autres rivaux de Donald Trump au sein de la primaire républicaine, de dire nous sommes plus à même de remporter ces États dans lesquels Donald Trump serait vraiment en difficulté. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nous élire. Là, effectivement, ça va moins faire leurs affaires si Donald Trump est donné favori
dans ces États. Alors on rappelle les États, le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie, la Georgie, le Michigan et le Wisconsin. Alors si Donald Trump est face donc, à Joe Biden, est-ce que Joe Biden justement n'est pas le meilleur candidat pour que Donald Trump passe? C'est-à-dire on rappelle donc Joe Biden avec un bilan et puis aussi une crédibilité de plus en plus remise en cause étant donné qu'il est quand même assez âgé et on l'a vu plusieurs fois donc littéralement perdre des pédales notamment en conférence de presse. Alors absolument, il a un vrai manque de crédibilité. Je ne vais pas juste jouer sur l'âge du capitaine, mais vraiment plus sur un manque d'aptitude cognitive, un manque de leadership et d'énergie. Pas plus tard que cette semaine, c'était sa vice-présidente Kamala Harris qui a quand même rappelé et insisté sur le fait qu'il était quand même bien vivant. Enfin, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on parle un petit peu de vraiment de situation assez préoccupante. Effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un rematch, donc on repasse le jeu de 2020. Qui aurait peu ou pas d'intérêt selon moi. Je pense surtout que c'est un peu ce sondage, il arrive un peu à un moment opportun. Il est porté aussi par des médias qui sont plutôt gauchisants, qui ont vocation à un peu tirer la sonnette d'alarme et peut-être un petit peu être un peu le champ du signe de Joe Biden, de dire voilà, en fait, est-ce qu'on peut le sortir de la course? Personne ne souhaite sortir du bois, mais dès qu'il va y avoir un effet de meute, c'est à ce moment-là qu'ils vont dire peut-être Joe Biden n'est pas le favori pour l'élection à venir. Il est temps qu'il se retire de lui-même et qu'il laisse place à un autre candidat. Ce candidat pourrait être éventuellement Kamala Harris, et dans ce cas-là, bon vent à eux. Donc sa Ou vice-présidente. peut-être d'autres candidats. Voilà. Donc c'est peut-être une manière discrète, subtile, mais très subversive de dire que là, dans ce contexte-là, il faudrait avoir intronisé ou investir un nouveau candidat du camp démocrate. Mais effectivement, dans la situation actuelle, le bilan déplorable de Joe Biden laisse à penser que ce soit Donald Trump ou un autre candidat républicain, dans un an exactement, on sera en train de célébrer la victoire du camp républicain à la Maison-Blanche. Alors justement, donc Donald Trump pose un problème aux démocrates. Il est ultra favori et justement, il est en ce moment, enfin hier, il était en procès. Donc pour fraude au tribunal de New York. Vous pensez qu'on essaye d'abattre Donald Trump, la justice américaine essaye d'abattre Donald Trump pour le décrédibiliser dans la prochaine élection présidentielle américaine? En ce qui concerne les affaires judiciaires de Donald Trump, c'est pas un cas isolé. Là, il y a presque 100 chefs d'inculpation qui sont appuyés et soutenus dans différentes juridictions et vraiment par différents procureurs. Là, en l'occurrence, on était vraiment sur des charges au civil sur le fait qu'il aurait minoré l'estimation de certains biens. Pardon, il aurait apprécié la valeur de certains biens, donc son énorme golf à Mar-a-Lago en Floride, il l'aurait surestimé. Et on voit des estimations qui sont complètement aberrantes de la part du procureur, qui essaie vraiment d'en faire un procès politique. Donc, ça tient pas debout et effectivement, ça sert un peu la cause de Donald Trump, même si voilà, il est en train de traîner son temps dans différents tribunaux, alors qu'il a vraiment une campagne à mener. Donc, son temps, son énergie et ses ressources pourraient être mieux employés qu'à avoir faire à la justice. Qui est vraiment instrumentalisée par le politique. Voilà, donc une campagne présidentielle qui finalement a déjà commencé à un an du scrutin. Merci Nicolas Conquer, on continuera évidemment de suivre avec vous ces informations outre-Atlantique. Alors je rappelle, Nicolas Conquer, vous êtes porte-parole du Parti républicain, parti républicain américain en France. Et puis je rappelle votre événement, Republican Overseas, qui a relié donc en France le 10 novembre à Paris. Merci à vous.